Nous avons fait connaissance il y a quelque temps lors du colloque de Cerisy que j'ai dirigé donc avec Myriam Lebovici et qui était consacré à un cinéma et psychanalyse du visible et du dissible. Et donc nous avions eu le plaisir de projeter deux de tes films, Annonce ainsi que Poétique du cerveau. Et voilà, c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et donc pour ma part, moi je travaille donc, pour une part à l'Institut national de jeunes sourds, qui est tout près d'ici, près du Panthéon, voilà, dans un groupe de recherche consacré au langage. Et nous avons donc le plaisir de recevoir Jacques Laborie, qui est psychiatre, psychanalyste et qui a une longue expérience dans le domaine de la surdité et de la langue des signes dont il va nous parler. Voilà. Chantal m'a présenté en disant que j'étais psychiatre, psychanalyste et que je travaillais avec les sourds depuis très longtemps. Mais moi, je suppose que je suis ici aussi comme père d'Emmanuel. Bon, on va le supposer ensemble. Alors, Murita Vive m'a étonné. Comment a-t-elle pu saisir avec autant de pertinence et de justesse, au-delà de son amour pour les langues, de son intérêt pour la traduction et la transmission, comment a-t-elle pu saisir la singularité de la langue des signes et donc des sourds en un film, là où j'ai mis tant d'années pour approcher et consentir à ce qui m'était tellement énigmatique et mystérieux au moment où j'ai appris que ma fille était sourde. Ce film dit mieux et de façon plus convaincante que n'importe quel savant traité ce qui se joue dans cette question. Il dit la possibilité et la réalité d'une langue et l'engagement du corps, et non seulement de la bouche dans la production des signifiants et la fabrique d'une signification. Il dit également, en tout cas c'est ce qu'il me dit à moi, ce vertige qui nous prend devant la naissance d'une langue pour partager entre sourds et entendants. Pas origine d'une langue, mais origine de la rencontre avec une langue, une naissance, en quelque sorte. Il dit enfin la production artistique originale d'un théâtre en langue des signes. Avant de m'avancer, je ne peux passer sous silence, parce que le silence n'est pas sans discours, comme nous le montre le film, le fait que dans mon parcours de psychiatre et psychanalyste, la langue des signes et leurs locuteurs n'ont pas été sans effet. Permettez-moi de rendre ici hommage au docteur Françoise Gorog, médecin-chef à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui a été importante dans notre parcours. Je dis notre parce que j'associe ma femme à ce travail. Dans notre parcours, en suivant et en soutenant notre démarche, et en nous permettant d'ouvrir l'unité hospitalière de surdité et souffrance psychique, autorisant ainsi un accueil que j'espère correct, parce que je n'y suis plus, je suis à la retraite, avec des sourds. J'ai trouvé plutôt dans cette rencontre une inépuisable source de réflexion, et dès les années 80, nous avons martelé, avec Marie-Françoise, ma femme, psychanalyste elle aussi, ayant 3 frères sourds et engagée dans le même travail, un certain nombre de formules ou de préconisations. La première, il n'y a pas de psychologie du sourd. Il y a autant de personnalités de sourds qu'il y a de personnes sourdes. Et l'on retrouve les mêmes grandes structures que l'on retrouve chez les entendants, névrose, psychose et perversion. Le sourd n'existe pas, et faire de la surdité une causalité univoque viendrait gommer toute singularité, donner une réponse universalisante et écraser toute expression symptomatique d'un sujet. En revanche, il y a des sourds.
des sujets marqués d'une déficience auditive avec laquelle ils se débrouillent et vivent comme ils peuvent. Ils ont tous une histoire différente et une façon de faire personnelle. La surdité engendre des situations de souffrance psychique que l'on retrouve dans d'autres situations d'exclusion. Cela ne détermine pas une personnalité spéciale valable pour tous les sourds, mais une communauté d'expériences. Isolement, mise à part, ségrégation, violence par déni ou oubli, et aussi des formes de maltraitance. J'en ai vu dans ma pratique. C'est la façon dont est accueillie la personne sourde qui est déterminante. C'est donc la réponse de l'autre familial puis social qui est fondamentale. Et nous le voyons illustré d'une manière formidable dans le film par l'émergence des langues des signes locales dans le village de Kafar Qassem et de la tribu bédouine Al-Saïd. Saïd. Il faut tenir compte de ce que les sourds disent depuis les générations, pendant tout un temps clandestinement, et comment ils le disent. La surdité est à l'origine de la production d'un savoir, d'un acquis pour la culture. Une langue, la langue des signes, qui prouve que la capacité sémiotique, ce pouvoir de former une langue, est présente chez tout être humain, qui peut inventer de nouvelles voies expressives pour dire son désir, lorsqu'un déficit sensoriel lui barre l'accès à son développement habituel. C'est une autre façon d'accueillir les sourds que de respecter cette langue, et d'en mesurer l'intérêt pour le développement de l'enfant sourd. En continuant d'interdire la langue des signes à l'enfant sourd hier, pour ne pas l'empêcher d'apprendre à parler localement, oui, j'oubliais, en fait j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc hier, pour ne pas l'empêcher d'apprendre à parler vocalement, aujourd'hui, pour respecter les aires corticales auditives qui seraient stimulées par la technique des implants cochléaires, on lui refuse une possibilité ludique fondamentale. Pour s'approprier un système symbolique, il faut pouvoir jouer avec, comme le disait Françoise Dolto. Elle proposait d'ailleurs d'apprendre la langue des signes à tous les enfants des écoles maternelles. Il me semble que ce message a été partiellement entendu, car je crois qu'il existe aujourd'hui quelques écoles qui ont mis en place cette innovation. Pour jouer avec les mots, la situation d'apprentissage artificiel de la langue orale provoquée par la surdité n'est pas idéale. Là aussi, le film de Nurit nous le montre de façon lumineuse. Quand je crois que c'est Déby nous explique comment, en séance d'orthophonie, elle apprenait l'émission des sons en soufflant sur un papier toilette. Je ne critique pas ici le travail important de la rééducation orale nécessaire pour les enfants sourds, mais plutôt la chronologie de ces apprentissages. Car ce que montre le film dans cette séquence, c'est comment, à la maison, avec la langue des signes et ses parents sourds, elle pouvait faire rapidement le lien entre signes et mots écrits. Et l'on voit là la différence entre l'acquisition d'un système symbolique et la rééducation d'une fonction. Les raisons pour priver un enfant de cette possibilité de rire et jouer, rappelez-vous la question que la fille de Déby à sa mère, qu'est-ce que j'ai dit de drôle petite, ne repose sur aucune théorie linguistique, au contraire. Et du côté psy, on retrouve le même consensus en faveur d'un contact précoce avec la langue des signes. Pour terminer ces rappels, il a fallu longtemps pour que soit reconnu à la langue des signes un statut linguistique de langue à part entière, avec sa grammaire et sa syntaxe. Bien qu'il y ait eu dans l'histoire de grands prédécesseurs, comme David Lépée, c'est avec le linguiste américain Gallaudet College, Stocky, et son ouvrage Sign Language Structure en 1978, que nous pouvons situer le début de cette reconnaissance scientifique et linguistique. Bon, je pourrais encore continuer longtemps, ce que je ne pouvais passer sous silence, mais c'est assez, et je voudrais maintenant m'attacher à ce que Nurit Aviv, avec son film, a provoqué chez moi. Je dois vous dire qu'avant de découvrir Signé, le film, j'ai eu l'occasion de voir d'autres films de Nurit, d'une langue à l'autre, Vaterland, que j'ai adoré, Vaterland, c'est magnifique. Langue sacrée, langue parlée, traduire, et enfin annonce, c'est une petite merveille. Donc revenons à Signé. Qui ai-je vu? D'abord le chemin parcouru depuis 40 ans
À l'époque de mon premier voyage à l'université de Gallaudet, à Washington, nous étions encore que dans les balbutiements. Et l'énorme changement du regard sur la question de la langue des signes, c'est ce que j'ai vu dans le film, moi. J'ai retrouvé les échos des questions que se posaient les sourds à l'époque de l'ouverture d'IVT et du Centre socio-culturel des sourds. Avec cependant une différence notoire. C'est la relation qui paraît beaucoup plus apaisée avec les entendants et la défense que nous préconisions nous aussi avec Marie-Françoise du bilinguisme. Un enfant sourd naît dans une famille, un État, où l'on parle une langue. Cette langue n'est pas la sienne puisqu'il n'y a pas accès naturellement. La rencontre avec d'autres sourds va lui apporter une seconde, ou première, lorsque ses parents sont sourds, langue. Et c'est dans le jeu entre ces deux langues, entre les sourds entre eux, entre les sourds et les entendants, qu'il va devoir se situer, et que le français, pour un français, peut devenir la langue des études et de l'écrit, puisque les langues des signes n'ont pas d'écriture. Ce qui d'ailleurs se traduit d'habitude par, c'est marrant, tradition orale pour les langues des signes. La tradition orale, c'est celle qui n'a pas d'écrit. Ce qui d'ailleurs se traduit d'habitude par... Oui, on parle de langue des signes française, American Sign Language, ISL, langue des signes israélienne, parce que les locuteurs sont nés dans tel ou tel pays, mais pas parce que les langues des signes sont issues des langues orales. Elles en sont très différentes. On peut se demander aussi si aujourd'hui, avec les images numériques et la vidéo, quelque chose de l'écrit va pouvoir se mettre en place. En tout cas, les archives, c'est sûr. Donc il me semble que c'est entre ces deux pôles que le sourd ou l'enfant sourd va avoir à jeter des ponts. En ne lâchant rien sur la spécificité de ce plurilinguisme, par exemple en gardant ce que Gall, l'interprète du film, appelle fa, et qui je crois en France se dit pi, être linguistiquement pi-sourd, c'est-à-dire vraiment sourd, et ouvert à la culture de la langue dominante. Peut-être un jeu de funambule, mais y a-t-il ici un seul d'entre nous qui soit véritablement monolingue? Une remarque, non. Ce à quoi il faut consentir pour apprendre une autre langue, et parfois même l'apprendre de son enfant lorsque les parents sont entendants, là où les médecins, avec des arguments plus ou moins scientifiques, viennent vous l'interdire, comporte aussi une certaine violence. Et j'aimerais poser à Nurit cette question. La violence qu'on a connue en France, enfin, qu'on a connue ici, a-t-elle eu lieu en Israël ou est-elle propre à la France? Je voudrais dire aussi combien m'a touché la magnifique scène avec les premiers mots entre la mère et sa fille. À ce propos, je voulais signaler les travaux déjà anciens d'une linguiste américaine dont j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas retrouvé, sur le parler bébé en signes. Si mes souvenirs sont bons, il apparaît un peu avant les premiers mots chez l'entendant. Quand nous voyons la vidéo de cette petite fille d'1 an, signée... J'ai fini, bientôt. Non, j'aurais dû tout jeter. Signer les premiers mots qu'elle associe à des images, pour moi, c'est tout simplement émouvant. Enfin, comme ça. Et ça me rappelle un souvenir. Joyeux et triste, je ne crains pas les paradoxes, avec Emmanuel. Nous n'avions pas encore la langue des signes. Elle était petite. Sa mère, qui avait une langue particulière avec elle et faisait souvent pour moi la traduction, était sortie et je devais la faire dîner. Un beefsteak. Elle le voulait saignant ou bien cuit? Le cru et le cuit, cher Lévi-Strauss. Pour moi, c'était important. Et nous voilà partis dans une tentative d'explication. J'ai tout essayé. Lui faire toucher le radiateur pour lui faire comprendre qu'il s'agissait de chaleur. Lui montrer les flammes de la gazinière pour signifier le feu et la cuisson. Elle a dû me prendre pour un fou et se demander ce que je fabriquais. Finalement, je lui ai servi un steak comme je les aimais. Saignant. Ça a eu l'air de lui plaire. J'ai une autre question pour Nurit. Dans son film... Non, pas celle-là. Passons au théâtre. Passons au théâtre. Je me souviens des premières pièces d'IVT dans les années 70, présentées par des acteurs sourds. La nouveauté radicale que représentait la présence corporelle des acteurs dans le nouage de la langue et du corps m'avait particulièrement frappé. Dans le film, l'intervention de la chercheuse sur la grammaire du corps dans les langues des signes, et qui s'occupe aussi du théâtre, tiens comme par hasard, m'a particulièrement retenu.
Que pensez-vous, Noët, de la prise en compte de cette dimension dans les langues des signes? Je m'aperçois qu'en fait, j'avais assez peu de questions à formuler. Est-ce un effet de mon adhésion au dire du film? En quelque sorte, j'ai le sentiment que j'attendais ce film. C'est comme un cadeau. Il a eu, dans son propos et son sujet, quelques prédécesseurs. Il y a eu Le Pays des sourds de Nicolas Philibert, avec un propos plus sociologique. Il y a eu Avec nos yeux de Marion Aldiguieri, qui s'attache au travail du théâtre à IVT, et d'autres sans doute que j'oublie. Mais le film de Nurit Aviv est le seul à avoir orienté son approche sur les différentes langues des signes, leur traduction et leur transmission. Ce qui le souligne à l'encontre d'une croyance fort répandue contre laquelle il a fallu se battre tout sans arrêt, qu'il n'y a pas d'universel de langue des signes, il y a des langues des signes. Comme le disait la revue de psychanalyse L'âme, dans laquelle Judith Miller nous l'avait sollicité en 1991 pour publier un numéro consacré aux sourds et à la langue des signes. Elle disait, cette revue en titre, « Ne dites plus sourds-muets ». C'est aussi l'occasion ici de rappeler qu'à l'époque où les luttes partisanes étaient vives, le soutien que nous avons pu trouver dans la psychanalyse. Et oui, on l'a bien vu dans votre film, chère Nurit, ils sont plutôt bavards les sourds si on sait les écouter. Ce qui permet de répondre à cette question si souvent entendue, sont-ils muets? Les sourds qui ont pris ce chemin d'une prise de parole, là où on les disait muets, et avec la volonté et rigueur œuvrée pour leur connaissance progressive de la langue des signes, ont pu entraîner un véritable renversement du rapport d'aliénation dans lequel ils étaient tenus. L'intérêt qu'ils ont suscité pour leur langue en tant que langue a entraîné avec lui les questions de la traduction, des interprètes, de la transmission, et affiné la perception de la différence des langues. La comparaison et non l'opposition. La distinction et non la compétition enrichissent notre savoir-faire avec les différences des langues. Voilà ce qu'a évoqué pour moi ce beau film de Nurit Aviv. J'enchaîne. Non, parce que sinon on va... Mais je vais essayer. Il faudra les règles. Oui, bien. Alors, moi, pour ma part, j'aimerais, si je peux, aborder au moins 2 points. Alors, le premier concerne la forme filmique, c'est-à-dire ta signature. La polysémie est inévitable. Hein. La signature, c'est-à-dire ton style, car après tout, signer, c'est aussi apposer son nom, affirmer sa personnalité et son engagement. Je crois que c'est le cas ici, largement. Alors, comme dans tes autres films, et chacun avec des particularités ou des variantes, je dirais que le style est aisément reconnaissable. Des plans fixes, des travelling latéraux, des compositions comme des tableaux, des fenêtres. Ici, d'ailleurs, peut-être davantage des écrans, on en a beaucoup vu. Et puis, le cadrage rigoureux des personnages, l'utilisation de la couleur. Les cadres, absolument. Alors, les protagonistes dans ce film signé, et ça me semble peut-être un peu différent des films précédents, ce sont des familles. Hein, il y a des enfants, il y a beaucoup de jeunes gens qui parlent, signent, face à la caméra et entre eux. Et toi, inlassablement, tu cadres la parole et tu donnes à voir une fois de plus que le langage s'exprime par toutes les langues et, je crois, fait parler les sujets autant qu'ils parlent d'eux. Je pense que c'est un point très important. Alors, autre marque de fabrique, si je puis dire, Nurit, c'est le voyage. Car toujours, tu nous emmènes en train, en voiture, d'un endroit à un autre. Alors, déplacement dans l'espace, Israël, Berlin, dans le temps, c'est-à-dire, on l'a vu, de l'époque actuelle aux années 30 et 40, des récits du premier sourd d'Al-Saïd et de cette vieille femme de Kafar Qassem, jusqu'aux selfies de présentation des jeunes candidats enseignants. Et tout ceci, donc, bien sûr, grâce à la technique, les ordinateurs, les tablettes, les images, les vidéos d'archives, etc. Et plus encore, évidemment, je dirais que le voyage, c'est le déplacement psychique, le décentrage des représentations que nous avons, peut-être de notre ignorance. Car le cœur de la langue, c'est un voyage, et l'exil hors de la langue d'origine est inévitable. Alors j'ai appris en t'écoutant dimanche dernier, à l'émission de Marc-Alain Wakni, talmudique, qu'en hébreu, parler se dit dibour, comme ça qu'on dit, dibour, c'est-à-dire aller d'un endroit à un autre.
tu sais de quoi et d'où tu parles. Il n'y a pas d'autre moyen, en effet, donc, que de franchir les frontières et de visiter les bords, les entre-deux, c'est-à-dire les langues et leurs traductions. Alors prenons le train. Le trajet direct Berlin-Kfar-Qassem, alors en Palestine, dans lequel tu nous embarques, me semble à cet égard exemplaire. Un vrai coup de force ferroviaire et surtout historique et politique. Je regarde comment Monique traduit le coup de force ferroviaire. Merci. Alors, le jeune couple radieux, qui est formé par Daniel l'Allemand et Meyad l'Israélienne, s'accorde tout à fait à notre époque, réconciliés, cosmopolites et ultramondialistes. Mais, dans leurs valises roses et noires, je n'ai pas pu m'empêcher de voir empilées en arrière-plan dans la salle à manger, il y a plus de 90 ans d'histoire mondiale, d'histoire des sourds, d'histoire des langues, je dirais signées ou non. Et il a fallu plusieurs générations pour qu'un jeune Berlinois aille faire du tourisme en Israël. Et comme nous le dit Daniel, 10 ans d'approche, comme il l'explique, pour apprendre à se connaître, partager chacun dans sa langue les mots relation, semblable, se dire enfin oui, c'est bien peu au regard de l'histoire et des changements qui ont dû s'opérer. Donc ce film est, à cet égard, je trouve, un merveilleux raccourci. Donc derrière les langues... Juste dire que oui. le Berlinois, Oui. il est né en Pologne, d'une mère polonaise et d'un père congolais. Et ils sont venus à Berlin parce qu'on savait qu'il y a une bonne école à Berlin. Alors quand même, derrière les langues, je dirais le meilleur et le pire. N'oublions pas que le fond des valises recèle que les langues s'interpénètrent. Ainsi, on voit bien que la langue, tu le dis, la langue des signes allemande a influencé la langue des signes israélienne. Et pour le pire, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer, les programmes de persécution, de stérilisation et de déportation des sourds dès 1933 en Allemagne. Alors Meyad peut bien être sa reine à lui. Et lui, Daniel, tel Salomon, se passionnait pour les vieux sourds de Kfar-Qassem. En effet, les langues portent tout cet héritage. Alors je dirais Berlin, Kfar-Qassem, aller et retour au pluriel. Et entre les deux, comme le montrent tes images, des défilements, des ralentis, des arrêts sur image, des tags, des graffitis, autant d'écritures, des noms effacés ou recouverts, des signes incompréhensibles, l'usure du temps, l'oubli, le ressouvenir, tout ce travelling latéral pour dire l'épaisseur des langues et ce qui ne cesse pas de s'écriture en langue. Alors, tu as oublié le Paris et la langue dessinée française, par laquelle commence le film. Tout à fait, c'est vrai. Alors, une première question qui rejoint d'ailleurs celle que Jacques a posée. Que penses-tu du fait, justement, que les langues des signes n'aient pas d'écriture? Et là, je m'adresse vraiment à la cinéaste. Dirais-tu que tout fait signe et que l'écriture est intrinsèquement liée à l'image? On va en parler peut-être. Alors, deuxième point, je vais essayer d'aller vite, c'est, je dirais, quelle est donc cette obstination que tu as avec les langues? Car tu t'aventures et tu nous entraînes dans chacun de tes films toujours plus avant. Mon hypothèse est que bilingue, trilingue au moins, polyglotte donc, tu t'es trouvé très tôt confronté à la traduction. On peut rappeler qu'une langue, c'est déjà une traduction, puisqu'il s'agit de mettre en mots un certain réel. Alors qu'il y en ait une, ou a fortiori plusieurs, rien n'est simple. Il y a toujours de l'irréductible, de l'intraduisible, et tout est toujours à recommencer. Alors par exemple, je dirais que nous, professionnels, entendants et sourds, interprètes, assistants de consultation dans le champ de la surdité, qui travaillons ensemble, eh bien nous sommes confrontés sans cesse à cet écart permanent et à nos insuffisances. Donc nous avons du mal à nous comprendre, nous nous plaignons de l'interprète ou de celui qui ne veut pas comprendre, mais nous poursuivons, heureusement, et c'est passionnant. Alors il me semble aussi que de ce côté, par ton histoire, tu es devenu un traducteur, un passeur de langue et de discours. C'est ce qu'on voit dans tes autres films. Tu peux rappeler quelque chose? Oui. Que pas seulement je traduisais des langues, mais j'étais chef opératrice au départ et que je devais traduire en images
Les scénarios. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, C'est-à-dire que tu es une chercheuse obstinée, comme ces scientifiques d'ailleurs que tu interroges en particulier dans Poétique du cerveau, mais aussi ici. Et bien sûr, je n'oublie pas que ton domaine, c'est le cinéma, l'image. Tu as été directrice de la photographie en particulier. Je voulais dire en tant que telle, je voilà. Donc aucune. Tout à fait. Donc effectivement, il s'agit bien d'une autre traduction, on pourrait dire, du visible au dissible. Alors dans Poétique du cerveau, d'ailleurs, tu explorais tes rêves, ces pensées en images que le rêveur, au réveil, essaie de traduire en mots. Les rêves, finalement, les rébus qu'emprunte l'inconscient. Alors une question, est-ce que tu t'es trouvé avec ce film confronté à de nouvelles questions de traduction? Et y aurait-il un lien pour toi, cinéaste, entre les langues des signes et les images de rêve, et en général, toutes les images du fait de la prédominance du visuel? Je crois que c'est une question très importante aussi, telle que les recherches actuelles ont montré. Alors, dernier point, tu nous dis à la fin de ton film que, je cite, « Les langues des signes nous invitent à élargir notre perception des langues humaines ». On peut se demander comment et avec quelle extension. Car il me semble que ton film, en apparence limpide et facile à comprendre, grâce aux protagonistes et aux liens que tu établis, condense en réalité de multiples aspects. Alors Jacques en a un petit peu parlé, effectivement du point de vue de la nature des langues des signes. On sait que le courant structuraliste, qui a été parfois un peu dogmatique mais qui a été nécessaire à un moment, a permis de faire entrer les langues des signes dans la linguistique moderne. Tu le dis de manière suffisamment explicite. Je ne développerai pas ici non plus les travaux de psycholinguistique, mais Jacques l'a un peu évoqué, pour dire par exemple qu'il a fallu beaucoup de temps pour travailler sur l'acquisition du langage par le bébé sourd et pour montrer que cette acquisition s'effectue avec la même rapidité, les mêmes régularités que chez le bébé entendant. Même parfois avec, effectivement, comme l'a dit Jacques, parfois une certaine avance. Alors l'exemple de Déby, sourde, qui transmet sa langue à sa fille Agar entendante, est à cet égard très intéressant. Car que font-elles dans cette séquence que tu nous offres? Elles feuillettent l'album de famille. Bon, album conforme à notre époque, et à la modalité des échanges, c'est-à-dire ici une tablette, pour lire les vidéos. Quelle est cette séquence? Agar enfant, et comment le langage lui est venu, expliqué par sa mère et par elle-même, je dirais. Car le moins qu'on puisse dire est qu'Agar a très bien compris de quoi il retourne. Elle use d'une langue de référence, celle transmise par sa mère, dans toutes ses dimensions, fonctionnelles, narratives, métalinguistiques, et il n'y a aucune concurrence ou péril pour la langue orale. Autrement dit, un bilinguisme transmodal, tout simplement. Alors pour le signe « lait », qui figure parmi les premiers signes d'Agar, c'est une très jolie séquence, il est intéressant de rappeler qu'il est aussi le premier mot que Jean-Marc Gaspard Itard essaie en vain d'apprendre à Victor de l'Aveyron, enfant sauvage, sans langage, probablement entendant. Rappelez-vous le film de Truffaut, Victor de l'Aveyron. Eh bien, Victor ne parvient pas à dire le mot, ou plutôt ne parvient à dire le mot lait qu'en présence de la chose, c'est-à-dire le bol rempli, comme en réponse à un stimulus, mais sans avoir accès véritablement à l'ordre symbolique du monde humain. L'usage de la parole, et on le voit très bien dans ton film, n'est pas qu'affaire de pédagogie, ce que nous voyons donc très bien avec Déby et sa fille. Alors, pour terminer, je dirais simplement ceci. Au commencement était le verbe. Tu avais largement décliné cette proposition dans tes films précédents. Et si, au commencement était l'action, comme l'affirma Freud au début de Totem et Tabou? Tu t'y aventures désormais, Norit. En effet, les neurosciences dernières n'avancent-elles pas aujourd'hui que le langage est produit dans les aires impliqués dans la perception des actions de l'autre, et que nous sommes dans les échanges communicationnels, je cite, en résonance motrice avec l'autre? Encore une perspective, l'inépuisable des traductions et des interprétations. Merci Nourit, donc une nouvelle fois, de ce très beau voyage, de ton insatiable curiosité et je crois aussi de ton formidable entendement. Merci beaucoup.